Il y a des histoires qui se nichent dans les vallées comme un secret trop lourd pour les montagnes. Des récits qui traînent dans les bois comme une haleine froide, un murmure qu'on n'arrive jamais à oublier. Et puis, il y a celle d'Ozona Easter Show, la seule affaire où, officiellement, la justice américaine a accepté qu'un fantôme prenne la parole. Mais avant les fantômes, il y a les vivants. Et parmi les vivants, il y avait un homme, Erasmus Stribling True Shoe, maréchal ferrant, charmeur, colérique, brisé de l'intérieur par un passé qui s'est appliqué à recouvrir de mensonges. Et il y avait Zona, une jeune femme de 23 ans, vive, douce, attachée aux collines où elle avait grandi, élevée dans la dignité simple et rugueuse des Appalaches. L'histoire commence comme un mariage banal. Elle se termine dans un cercueil. Et entre les deux, se glisse quelque chose qui n'appartient ni à la vie, ni à la mort. Granbury County, hiver 1896. Un froid qui entaille comme un couteau. Des chemins où la boue gèle avant d'avoir le temps de coller aux bottes. Et dans cette vallée encaissée, une maison en bois, posée là comme une prière faite pierre. C'est là que vit Zona. Et c'est là aussi que sa mère, Mary Jane Easter, sent depuis longtemps un poids dans sa poitrine, une intuition, un pressentiment, ce sixième sens que seules les mères semblent comprendre. Elle ne sait pas encore qu'elle va devenir l'héroïne sombre de cette histoire. Elle ne sait pas encore qu'elle va affronter la loi, le village et même la mort elle-même. Elle sait juste que quelque chose va mal. Parce que depuis quelques semaines, un homme entre et sort de leur vie. Un homme aux mains fortes, aux mots trop bien huilés et aux colères qu'on devine derrière le sourire. Cet homme, c'est True Shoe. Quand il arrive à Granbury, True porte des bottes impeccables, une chemise neuve et un sourire qui semble avoir été répété devant un miroir. Il dit qu'il veut recommencer sa vie. Il dit qu'il veut laisser le passé derrière lui. Mais le passé, lui, n'a pas vraiment envie de se laisser oublier. Parce que True n'en est pas à sa première vie conjugale. Il a déjà été marié 2 fois. La première fois, jeune, pressé, amoureux comme on l'est quand on veut se prouver qu'on vaut quelque chose. Le mariage n'a pas tenu. Pas à cause de la mort. Sa première femme n'est pas décédée. Elle est partie. Elle est partie parce qu'elle avait peur de lui, de ses changements d'humeur, de son besoin maladif de contrôle. La seconde épouse, elle, n'a pas eu cette chance. Elle est morte. Officiellement d'une chute. Officieusement, les voisins parlent encore de cris, d'une dispute, d'un escalier. Rien ne l'a jamais accusé, mais la rumeur, elle, n'a jamais été enterrée. Alors, quand True arrive chez les Easter, il a un objectif simple. Se forger une nouvelle peau, un nouvel homme, une nouvelle histoire. Et Zona, douce, rêveuse, généreuse, le croit. Elle le regarde comme on regarde une porte ouverte vers un ailleurs. Mary Jane, sa mère, elle, ne le regarde pas, elle le scrute. Il a fallu 3 semaines. 3 semaines pour que True séduise Zona, qu'il s'installe dans sa vie, qu'il occupe l'espace comme un parfum trop fort. 3 semaines pour que le mariage soit célébré. Mary Jane n'a rien pu empêcher. À cette époque, dans cette région, une mère n'a pas toujours son mot à dire, surtout quand la fille sourit, surtout quand l'homme promet monts et merveilles. Mais la mère sait, elle sait avant tout le monde. Elle sent le froid qui glisse entre les planches du plancher. Elle sent le mauvais présage. Elle ne peut rien faire, alors elle prie. Elle prie pour que le mariage soit heureux. Elle prie pour que True ait réellement changé. Elle prie pour que sa fille survive à cet homme. Parce qu'au fond d'elle, elle sait. Parce qu'au fond d'elle, quelque chose dit que c'est loin d'être gagné. La maison des Choux est simple. 2 pièces, une cuisine, un poêle, quelques meubles. Zona essaye d'apporter de la douceur, des rideaux cousus main, des fleurs séchées,
et une belle nappe brodée. Trout, lui, veut du silence, de l'ordre, de la discipline. Il veut une femme parfaite. Il veut une maison parfaite. Il veut une vie parfaite. Comme si la perfection rimait avec domination. Les voisins racontent, bien des années après, qu'ils entendaient parfois des disputes, des bruits sourds, des silences trop lourds pour être innocents. Mais dans les petites communautés, on regarde ailleurs, on baisse les yeux. On évite d'être celui qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. Sauf que parfois, s'interposer, c'est sauver une vie. Et là, personne ne s'interpose. Le 23 janvier 1897, le froid s'est installé comme une loi immuable. Un garçon du village, Andy Jones, doit passer chez les choux pour aider Zona dans quelques tâches. Trout est parti travailler. Zona doit être à la maison, comme d'habitude. Andy frappe, pas de réponse. Il pousse la porte, parce que dans ces villages, la porte n'est jamais vraiment fermée. La maison est calme, trop calme. Et là, il la voit. Zona, étendue au bas de l'escalier, la main encore posée sur une marche, comme si elle avait essayé de se rattraper. Les yeux ouverts, le corps figé. Mort. Le garçon hua, le village accourt et la nouvelle parvient jusqu'à Trout. Quand Trout arrive, il se jette sur le corps. Il le berce, il pleure, il embrasse la tête de Zona. Il ne veut pas qu'on la touche. Il s'emporte. Il crie sur ceux qui veulent aider. Il les repousse. Il dit que sa femme n'est pas morte d'une chute. Il dit qu'elle est morte d'une faiblesse du cœur. Avant même qu'un médecin n'arrive et avant même qu'on examine quoi que ce soit, il l'habille lui-même, ce qui déjà est très étrange dans cette culture. Et pire, il insiste pour que personne ne regarde son cou. Il lui met une écharpe épaisse, nouée trop serrée pour une morte, trop serrée pour être un geste d'amour. Le médecin finit par arriver, mais Trout ne le quitte pas d'une semelle. Il se met entre lui et le corps. Il parle, comme pour couvrir quelque chose. Le médecin, mal à l'aise, pressé par Trout, finit par conclure « mort naturelle ». Sans autopsie, sans examen, sans poser les bonnes questions. L'affaire pour tout le monde est close, sauf pour une personne, sa mère. Mary Jane n'a pas dormi depuis l'annonce. Elle ne croit pas à cette mort, elle ne croit pas à cette écharpe, elle ne croit pas à ce mari qui pleure trop fort, trop vite, trop bien. Elle sent que sa fille souffre encore, elle sent qu'elle doit agir. Alors elle prie, pendant 4 nuits, et c'est à la 4e que tout bascule. Zona apparaît, pas comme une vision floue ou un rêve brouillé, non. Elle apparaît claire, proche, tangible, comme si la frontière entre les mondes s'était fissurée. Sa voix est douce, mais ferme. Elle ne veut pas hanter, elle veut raconter. Elle dit « Maman, il m'a tué ». Elle raconte la dispute, la colère de Trout, le geste, le cou brisé, la chute, la faim. Elle montre son cou, elle le tourne lentement, et Mary Jane entend un craquement si net qu'elle sursaute. La vision disparaît, mais la certitude, elle, s'ancre comme une racine dans son âme. Mary Jane a désormais une mission. Elle ira jusqu'au bout, même contre tout le monde, même contre la loi, même contre la mort. Le lendemain matin, Mary Jane se met en route. Elle ne prend pas de panier, pas de provisions. Elle n'a besoin de rien d'autre que de sa détermination. Elle traverse les chemins gelés, les champs blancs, les clôtures grinçantes. Elle marche comme un soldat qui va à la guerre. Elle connaît le nom de celui qu'elle doit affronter, le procureur George W. Preston. C'est un homme méthodique, plutôt sceptique, habitué au concret, certainement pas aux fantômes.
Et quand Mary Jane arrive dans son bureau, encore couverte de givre, les yeux rouges et le dos droit, il comprend qu'elle ne vient pas pour des condoléances. Elle demande une chose, qu'on exhume le corps de sa fille. Le procureur fronce les sourcils. Il demande pourquoi. Mary Jane ne vacille pas. Elle raconte tout. La vision, les mots de Zona, le cou brisé, le geste de Truth, la vérité qu'on veut étouffer. Preston l'écoute avec cette expression que prennent les hommes rationnels face à l'irrationnel. Il hésite, il doute, il se dit qu'elle est peut-être folle de chagrin. Mais il y a un détail qu'il ne peut pas ignorer. L'écharpe serrée autour du cou. Et surtout, le comportement de Truth ce jour-là. Trop nerveux, trop bruyant, trop présent. Preston finit par dire « Je vais enquêter ». Et dans cette phrase, Mary Jane entend l'espoir. On choisit une journée froide, sèche, presque silencieuse. Le cimetière de Saul Chapel, habituellement calme, devient le théâtre d'un drame que personne n'aurait osé imaginer. Les hommes creusent, chaque pelletée résonne dans la poitrine de Mary Jane, plantée là, droite, immobile. Quand le cercueil remonte du sol, un frisson secoue l'assemblée. Le procureur Preston ordonne que tout le village se tienne à distance. Seuls 3 témoins officiels seront présents. Le cercueil est ouvert. Et là, on comprend tout de suite. Le cou de Zona n'est pas simplement blessé. Il est fracturé, déplacé, tordu. On observe 3 signes. Les vertèbres C1 et C2 déplacées. Les tissus écrasés. Et le plus terrible, la trace d'une strangulation nette. C'est un assassinat. Un meurtre. Calculé ou impulsif, mais un meurtre. Et le seul suspect, c'est son mari, Truth Shaw. La nouvelle se répand comme un courant d'air enflammé à travers Glenbriar. En un jour, tout le monde sait. En 2 jours, personne ne parle d'autre chose. Et le 3e jour, Ruth est arrêté. Il ne nie pas, il ne confirme pas, il sourit. Un mince sourire insupportable. Comme s'il pensait que la vérité elle-même finirait par se fatiguer. L'arrestation ouvre les vannes. D'un seul coup, tout ce que Truth avait dissimulé refait surface. Les voisins de son ancien village se mettent à parler. Les anciens amis, les anciennes compagnes, les anciennes familles. On apprend alors ce que Mary Jane pressentait sans savoir. Truth était violent, jaloux, obsédé par l'idée de posséder la femme parfaite. Sa première épouse l'avait quitté parce qu'elle craignait pour sa vie. Sa 2e épouse était morte dans des circonstances douteuses, mais la police d'alors n'avait pas poussé l'affaire plus loin. Truth avait même confié un jour à un collègue qu'il comptait se marier encore et encore jusqu'à atteindre la perfection. Une phrase qui, à présent, glace le sang. L'enquête montre aussi que Truth a été vu fou de colère peu de temps avant la mort de Zona. Une voisine raconte avoir entendu des objets brisés, une autre dit avoir entendu Zona pleurer. Rien n'est concret, mais mis bout à bout, tout prend forme. La forme d'un homme qui ment depuis des années, d'un homme qui frappe, qui maquille la vérité, d'un homme pour qui les femmes ne sont que des silhouettes malléables. Mais là, face à la justice, Truth n'est plus maître de rien. Le tribunal est bondé. Il n'y a pas assez de bancs, pas assez de murs, pas assez d'air. Le procès de Truth Shaw devient l'événement du comté. Les gens veulent comprendre. Ils veulent savoir ce qui s'est passé. Ils veulent que la justice parle. Mais le moment le plus attendu survint quand Mary Jane est appelée à la barre. Le procureur lui demande de raconter ce qu'elle sait. Elle raconte ce qu'elle a vu dans la vie réelle. Les comportements de Truth, les disputes, les craintes. Puis, la défense, pensant la ridiculiser, lui pose la question.
Votre fille vous est-elle apparue? Le tribunal retient son souffle. Personne n'ose bouger. Et Mary Jane répond oui. Elle raconte tout. Les visites, les détails. La vérité révélée par Zona. Le coup brisé, les gestes, le crime. Elle raconte cela sans trembler, sans théâtralité, sans chercher de l'effet. Elle le dit comme on dit quelque chose d'inévitable. Je me permets juste une petite aparté de quelques secondes. Parce qu'on est en 1897 dans ce récit, mais la violence, elle, n'a pas disparu avec le temps. Elle change juste de visage. L'histoire de Zona, c'est l'histoire de milliers de femmes qui ont peur dans leur propre maison, qui se taisent parce qu'on leur dit que ça va passer. Et c'est comme ça, que ça regarde personne. Si toi ou quelqu'un que tu connais vit dans une situation où un conjoint contrôle, humilie, menace, frappe ou fait peser une peur constante, je te le dis avec douceur mais fermeté, personne ne mérite ça, personne. Et il existe des moyens de sortir de ces situations, même si on croit que c'est impossible. En France, tu peux appeler le 3919. C'est un numéro d'aide aux victimes de violences. Il est gratuit, anonyme et 24 heures sur 24. Et si jamais tu es en danger immédiat, le 17 ou le 112 depuis n'importe quel téléphone fonctionne. Ça peut sembler extérieur à notre histoire, mais non. Zona aurait eu besoin qu'on intervienne, qu'on lui tende la main, qu'on entende ses signaux avant qu'il ne soit trop tard. Je referme la parenthèse et on retourne en 1897. Quand Mary Jane termine son témoignage, la salle est silencieuse. Pas un rire, pas un souffle, pas une moquerie. La défense pensait la faire passer pour une folle, elle a eu l'effet inverse. Elle a fait basculer tout le monde dans une conviction commune. Trout est coupable. Fantôme ou pas fantôme, apparition ou pas apparition, la vérité est là, palpable. Et surtout, son comportement a parlé bien avant les morts. Le jury délibère, mais sans mystère. Le verdict tombe comme un coup près. Coupable de meurtre au premier degré. Trochu est condamné. Et alors qu'on l'emmène, il lance cette phrase glaciale. On n'aurait jamais dû fouiller dans ma vie. Il ne parle pas de Zona, il parle de lui, de son passé, de ses mensonges. Il n'a jamais rien regretté, jamais avoué, ni jamais demandé pardon. Trochu est envoyé au pénitencier d'État de Virginie-Occidentale à Moundsville, un endroit dur, froid, où les murs suintent autant de chagrin que les histoires des prisonniers. Mais le plus surprenant, ce n'est pas ce qui lui arrive en prison, c'est ce qui lui arrive avant même de passer la porte. Le jour où il arrive à Moundsville, un groupe d'hommes du comté, ivres de colère, d'indignation et de justice, se rassemblent dehors. Ils veulent lui faire payer eux-mêmes un lynchage, tout simplement. Mais la loi les arrête. Et le shérif leur dit « Vous voulez que justice soit faite? Alors laissez-la se faire. » Trout, ironiquement, est protégé par une justice qu'il a toujours méprisée. Il ne durera pas longtemps derrière les barreaux. En 1900, 3 ans plus tard, il meurt d'une épidémie. Peut-être la grippe, peut-être autre chose. Certains disent qu'il refusait de se soigner. D'autres racontent que personne de toute façon ne voulait s'en approcher. Il disparaît comme il a vécu, seul, rancunier et persuadé d'avoir été trahi par le monde entier. Après la condamnation, la vie reprend son cours dans la vallée. Mais une ombre plane encore. Les gens murmurent. Ils disent avoir vu Mary Jane marcher près de la rivière seule, les mains croisées dans son châle. Ils disent qu'elle s'arrête parfois près du pont, là où Zona aimait s'asseoir. Mary Jane ne devient pas une figure de folie, elle devient une figure de respect. La femme qui a parlé quand personne ne parlait, la mère qui a refusé d'être enterrée sous le silence,
la mer qui a forcé la vérité à sortir de terre, littéralement. Quant au fantôme de Zona, plus personne ne la revoit. Il n'y a plus de visite nocturne, plus de voix dans la chambre, plus de silhouette blanche près du lit, comme si, une fois la justice rendue, elle avait pu partir. Des années plus tard, on raconte encore l'histoire, et jamais deux fois de la même manière. Certains disent qu'ils ont vu la lumière de sa robe dans la nuit. D'autres prétendent que Mary Jane parlait seule sur le chemin, à voix basse, comme si Zona lui répondait. Mais le plus fascinant, c'est que le comté ne retient pas seulement le côté fantastique. Ce qu'on retient vraiment, c'est le courage. Ce procès, celui du meurtre de Zona Eastershoe, est le seul de l'histoire américaine où le témoignage d'un fantôme a été admis, même indirectement dans une procédure judiciaire. Les journaux de l'époque ont ridiculisé Preston, la justice locale, tout le comté. Ils ont parlé de superstition, de crédulité, d'hystérie. Mais ce n'est pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'une mère a refusé de laisser la parole à un meurtrier. Elle a refusé la version qu'on voulait lui imposer. Elle a refusé de taire ce qu'elle savait, même si personne ne voulait l'entendre. En 1910, Mary Jane meurt à son tour. On l'enterre non loin de Zona. Pendant des années, rien ne marque la tombe de sa fille. Un simple caillou, une simple empreinte dans le sol. Jusqu'au jour où, finalement, on érige une stèle. Une pierre claire, vieille aujourd'hui, usée par le vent mais encore lisible. Et dessus on peut lire « Zona Eastershoe, morte en 1897. Le fantôme de la fille apparut à sa mère et révéla le meurtre. » Ce n'est pas un poème, ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une légende. C'est une inscription officielle. La seule en Amérique à évoquer le témoignage d'un fantôme. Si tu passes un jour par là, si tu respires l'air frais des montagnes, si tu poses ta main sur la pierre, tu sentiras quelque chose. Pas une présence, pas une peur, pas un souffle, mais une détermination. La détermination d'une femme qui n'a jamais abandonné. Et maintenant qu'on est arrivé à la fin, je veux que tu retiennes ceci. Ce n'est pas une histoire de fantôme, ce n'est pas une histoire de malédiction, ce n'est pas non plus une légende sensationnelle. C'est une histoire de violence invisible, de silence dangereux, de manipulation, d'épouses effacées, d'hommes convaincus d'être intouchables, et de la force que peut avoir une mère qui refuse la fatalité. Zona n'a pas été sauvée par un fantôme. Zona a été sauvée par la persévérance brutale et lumineuse de Mary Jane. Et c'est peut-être pour cela que le comté n'a jamais vraiment ri de cette histoire. Parce que sous le vernis surnaturel, il y a la vérité qu'on préfère souvent oublier. Les monstres ne viennent pas toujours la nuit. Parfois, ils dorment dans la chambre d'à côté.